Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre émission d'analyse d'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Kiosque au cœur de l'observation brûlée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise et de la vie politique en République démocratique du Congo. Votre émission Kiosque a saisi au frais la 60e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo, sanctionnée également par un communiqué à Lubumbashi et avec en toile de fond le propos tenu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kassai oriental à l'occasion du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Bertrand Kassanda. Voilà qui va constituer l'ossature de votre magazine d'analyse Kiosque. Et peut-être dans la foulée, nous allons également aborder la question sur la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Analyse et commentaire avec Dou Jésus Beledou, notre invité que nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour le moment. Dou Jésus Beledou, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous ces communiqués de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la situation politique de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup mon frère pour la question. J'aimerais quand même faire une petite digression sur le feuilleton politique actuel qui se passe. On a tous suivi la réquisition du procureur général près la Cour constitutionnelle qui demandait à la levée des humilités d'un sénateur, Matata Ponyo. Oui. Mais du coup, moi, comme 90 millions ou 100 millions d'âmes de Congolais qui attendent ce procès, le procès, parce qu'on a entendu l'ancien Premier ministre dire qu'il serait acquitté, etc. Pourtant, c'était une cour qui s'était bien avant déclarée incompétente. Et après, c'est la même cour qui s'est déclarée compétente. Mais moi, je ne suis pas dans un débat qui concerne purement les juristes, mais je suis sur la posture des Congolais, de tout citoyen lambda qui sait que près de 300 millions de dollars ont été décaissés pour de fin de Bukangalonzo. Bukangalonzo, je le rappelle ici, avait pour objectif de desservir Kinshasa, Nkwango, Congo central et le grand bain, je voulais dire, sur l'alimentation, voyez-vous, parce que près de 26 millions de Congolais vivent dans le seuil de la pauvreté, surtout essentiellement s'agissant de l'alimentation. Oui. Et donc, c'était ça l'objectif. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des déclarations dans le média du sénateur Matata Ponyo qui charge le président du Sénat, Bahati Lukwebo, comme quoi il serait derrière le déboire en justice de Matata Ponyo. Il faut ici éclairer que lorsque les immunités du sénateur Matata Ponyo ont été levées le 5 juillet 2021, Matata Ponyo n'était pas candidat. Parce qu'aujourd'hui, il dit à qui veut l'entendre que c'est pour lui soustraire de la course à la présidentielle que l'on montre ou bien que la justice parle de ce procès au Bukangalonzo aujourd'hui ou bien l'invite. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui. Parce que depuis le 5 juillet 2021, la levée des immunités du sénateur Matata sur l'affaire Bukangalonzo a déjà été faite au niveau du Sénat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tous ceux qui ont été cités dans ce dossier Bukangalonzo, sénateurs ou députés nationaux soient-ils, ont été verbalisés. Voyez-vous? Et donc, pour le cas de Matata Ponyo, c'est simplement lui seul qui mène un discours politique de victimisation. Alors, non seulement qu'il se victimise, il va dans le sens de trouver des subterfuges pour charger le président du Sénat, comme quoi c'est lui qui serait l'auteur de ces malheurs au niveau de la justice, il serait en complicité avec la justice. Que non, parce que la logique voudrait que si on se reproche de rien, si effectivement l'on sait qu'on a très bien géré, on ne va pas avoir peur de rendre compte demain. Et donc nous attendons ce procès-là comme tous les Congolais. Et d'ailleurs, il y a un élément qui fait encore très mal. Comment donc peut-on créer un parti politique? On crée un parti aujourd'hui et le lendemain, on convoque un congrès et on est déclaré candidat président de la République. Alors que l'on sait que pour se déclarer candidat de la République, pour qu'il y ait un congrès, il faut nommer d'abord les gens, les cadres du parti, les interfédéraux, etc. Les provinciaux, il faut nommer des cadres qui vont se réunir pour vous déclarer candidat président de la République. Et donc on crée le parti les mêmes jours, et les mêmes jours on organise un congrès, on se déclare candidat président de la République, et puis on dit c'est
c'est la politique Tshisekedi ou bien Félix? Est-ce que pour ces dossiers, on ne pourrait pas sursoir ça, les dossiers Matata? Parce que déjà, d'autant plus que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Vous ne voyez pas que les décisions de la Cour sont inattaquables une fois? Moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que nous avions quand même dans ce pays une jurisprudence où la Cour est revenue plusieurs fois à ses décisions, s'agissant notamment de la validation, la réinvalidation et la réinvalidation de certains députés nationaux. Cela a créé une jurisprudence, nous disent avec les arrêts de la Cour. Oui. On a nos aînés, Ludor Balekela et les autres qui ont été proclamés par la Cour, réinvalidés après, et puis réinvalidés, et puis voilà. Il y a une jurisprudence, et si c'est la même Cour qui aujourd'hui se déclare compétente, nous voulons un procès. Ce que les Congolais ne veulent pas, c'est que l'on dise on ne veut pas que je sois président de la République parce que Bahati Lukwebo sera candidat et soutiendra Tshisekedi comme président de la République, et moi, on ne veut pas que je sois candidat. C'est ainsi qu'on met, on met en surface les procès Bukangalonzo. Tout faux, parce que sur le plan politique, vous sentez que Matata Ponyo ne fait pas le poids face à Bahati Lukwebo. Et fera-t-il le poids face à Tshisekedi? Quand je parle de poids politique ici, c'est-à-dire, vous avez combien de sénateurs, combien de députés, voyez-vous, au niveau des assemblées nationales ou provinciales, on voit que Matata Ponyo, c'est un peu cette personne qui fait se faire de l'importance et qui veut tous ces victimes. Mais partagez-vous cette opinion lorsque une certaine opinion estime que tout s'est fait à dessein pour clouer Augustin Matata Ponyo par les présidents du Sénat et la Cour constitutionnelle? Mais c'est là où je suis en train d'expliquer. Comment est-ce que tout se fera pour clouer Matata Ponyo alors que ses immunités ont été levées depuis le 5 juillet 2021? Ça, c'est le premier élément. Par un autre dossier sur la zérianisation, en fait. Peu importe. Oui. Au niveau du Sénat, ses immunités ont été levées depuis le 5 juillet 2021. Oui. Ça, c'est le premier élément. Et à cette époque-là, Matata Ponyo ne s'était pas déclaré candidat président de la République. Voyez-vous? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la justice qui a verbalisé tous ceux qui ont été cités dans le dossier Bukangalonzo étaient aussi sénateurs et députés. Ils sont passés, ils ont été verbalisés par la justice. Ça n'a pas posé un problème. Et comment donc aujourd'hui, Matata Ponyo pourrait charger Bahati Lukwebo ou charger les présidents de la République de ne pas vouloir qu'il aille aux élections simplement parce que il y a le dossier Bukangalonzo que la justice l'a interpellé cette fois-là pour rendre compte. Et donc c'est une victimisation qui ne dit pas son nom. Il n'y a rien d'acharnement là-dessus. Parce que l'on ne peut s'acharner que sur quelqu'un qui dérange. Dites-nous en quoi est-ce que Matata Ponyo peut déranger Bahati Lukwebo. Je vous ai parlé du poids politique. Oui. Sur le poids politique, en quoi est-ce que ça peut être un candidat frustrant pour Tshisekedi? Et donc il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre la politique et la justice. Et si le dossier Bukangalonzo, les Congolais piaffent d'impatience de voir l'aboutissement, c'est justement parce que leur argent, l'argent du contribuable a été décaissé. On nous a parlé de près de 300 millions de dollars. Il n'y a jamais eu un procès. Et c'est dans cet élan-là que le Congolais veulent voir clair sur l'affaire Bukangalonzo. Ça n'a rien à voir avec la victimisation. Aujourd'hui, on traite le président du Sénat de tous les noms d'oiseaux, vilipendé dans des médias, des campagnes médiatiques, etc. Simplement parce que ces immunités ont été levées. Mais ces immunités ont été levées dans la procédure. Cela se renvoie à l'article 218, je crois, du règlement intérieur de l'Assemblée et du Sénat. Et d'ailleurs, Bahati Lukwebo l'a rappelé dans l'une de ses correspondances que cela a été fait bien avant dans le dossier Zérianisation depuis le 5 juillet 2021. Très bien. Donc il ne s'agit pas d'un acharnement. Répondez maintenant à la question. Tout ce que les Congolais veulent, c'est voir clair sur ce dossier. Oui, oui. Sur la déclaration de la conférence épiscopale. La conférence épiscopale. Non, vous savez, les gens ont extirpé une partie du discours de Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas pris l'intégralité du discours de Félix Tshisekedi au Kasaï. Oui. Lorsqu'il parlait de l'Église, il a commencé par louer le travail qu'abat les évêques. Oui. Ça, les gens n'ont pas vu. Moi, j'ai la vidéo. D'ailleurs, il a dit, si aujourd'hui nous sommes éduqués, c'est grâce à l'Église catholique. Si aujourd'hui nous avions une bonne formation, c'est grâce à l'Église catholique. Il a reconnu le combat politique de l'Église catholique lors de ses discours. Par contre, par ailleurs, en tant que président de la République, il a fait une suggestion. C'est lorsqu'il parlait de l'appartenance actuellement de certains de l'Église catholique aux côtés des politiques. Leur engagement à accompagner certains politiques. Et c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Tshisekedi a-t-il tort de le dire? Ça maintenant, je pourrais répondre par deux analyses. Le premier élément. Oui. Le premier élément, c'est que nous savons tous ici que
depuis les élections de 2018, il y a eu une sorte d'accointance qui est née entre, pas toute l'Église catholique, mais entre les évêques, notamment ceux de la Cinco ou les cardinals, avec un candidat de l'opposition. Je citerai Moïse Katumbi. Oui. Et ce copinage n'a pas commencé en 2021 ou 22 ou 23. Ce copinage a commencé bien avant. Souvenez-vous ici, lorsque Cholet était questionné par des confrères sur la destination ou la provenance des smartphones qui ont été 40 000 smartphones distribués lors des élections, il a balbutié. Il a balbutié et au vu du monde entier, les gens ont compris. Finalement, lui-même, il a fini par avouer que ce téléphone, ce smartphone provenait de Moïse Katumbi. Avant, il nous a berné en disant que ça venait, je ne sais pas, de l'Éthiopie, de l'Afghanistan, etc. Finalement, on ne peut pas cacher le feu. Finalement, il s'est rébuffé et tout le monde a su que ces smartphones provenaient d'un candidat, Moïse Katumbi. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je crois que la Cinco est restée constant plutôt, je voulais dire, vis-à-vis de son engagement aux côtés de certains opposants, oui, essentiellement notamment Moïse Katumbi. Oui. Et elle ne peut pas s'en cacher, la Cinco, notamment en Bongo. Vous avez suivi lors d'un homélie, on dit, nous devons prier pour Katumbi parce que sa foi chrétienne, on en a besoin aujourd'hui pour l'avancement du pays. Et ça, moi j'aimerais aussi qu'on le dise des autres candidats, ou bien des autres politiciens, voyez-vous, qui sont d'un autre bord politique. Et donc, cette constance-là dans les discours de la Cinco ou bien de l'Église actuelle se justifie simplement par ce soutien à Moïse Katumbi. Alors, que veut Moïse Katumbi? Que veulent les opposants aujourd'hui? Les opposants ne veulent pas aller aux élections. Oui. Les opposants militent pour justement un glissement. Mais justement, par rapport au comportement de l'Église catholique, qui est appelée justement à jouer un rôle d'arbitre neutre et impartial face à la politique, conformément aux directives du Saint-Siège. Mais vous ne voyez pas qu'avec toute cette déclaration, l'Église catholique semble s'écarter de cette recommandation. Mais justement, vous l'avez, je ne vous le fais pas dire, je ne vous le fais pas dire. Aujourd'hui, on a une église qui n'est plus au milieu du village, mais qui prend parti pour un candidat. Oui. C'est une église qui s'abrite au fin fond du village, aux côtés d'un candidat ou d'une coloration politique. Et je veux les étayer. Vous savez, nous avions eu 3 cycles électoraux. On a vu comment l'église a protesté contre Ngoï Mulunda. Voyez-vous? Mais rappelez-vous des griefs que l'Église soulevait contre Ngoï Mulunda. Il y avait des griefs, notamment l'audit du fichier électoral. Oui. Il y avait plusieurs griefs. Mais dans ce grief, il n'y a jamais eu, le fait que Ngoï Mulunda était un Katangé. Il n'y a jamais eu, nous étions tous dans ce pays. Oui. Les débats ne se situaient pas à ce niveau-là. Parce qu'on estimait que c'était un Congolais, il était un Katangé, il est Katangé, Kabila était Katangé, mais ce débat-là n'était pas mis en surface. Et le discours que l'Église fait évoluer aujourd'hui, c'est justement ça qui dérange. Pourquoi l'Église commence par réfuter Kadima? Parce que l'Église reconnaît que Kadima c'est un grand expert en matière électorale. Toute l'Église, notamment en Bongo, la Cinco, etc. Mais on reproche simplement à Kadima le fait d'appartenir à une tribu kassaïenne. C'est ça le péché de Kadima. Et je suivi quelques prélats dire comment expliquer que le président est Moulouba et le président de la CENI est aussi du Grand Kassai. Et donc, il y a, selon eux, il y a fausseté, ou bien il y a préparation d'une tricherie, etc. Le péché de Kadima, aujourd'hui, face à la Cinco, c'est le simple fait d'être kassaïen. Alors, maintenant, regardez dans la surface où on amène le débat. Parce que si vous suivez au fond, l'Église catholique ne pouvait pas se bomber la poitrine, réfuter Kadima, simplement parce qu'il y a eu élection de 8 confessions religieuses et il faudrait la loi qui les régissait demander à ce qu'ils passent par le vote. Et par les votes, les 6 autres confessions religieuses ont voté pour Kadima. Il n'y a que l'Église catholique et l'autre confession qui ont... et conscients qu'ils n'ont que 2 voix, ils ont claqué la porte. Est-ce qu'il y a de l'honnêteté dans ça? C'est-à-dire, nous quittons de vraies revendications du Congo, du pays, de vraies revendications qui font vivre la démocratie pour en arriver à des revendications tribales. Et donc, ça, c'est ce que nous appelons, moi personnellement, je considère comme étant des dérives. C'est une dérive et cela ne peut pas être cautionné. Alors, mais peut-être on peut estimer que le tribalisme a tellement marqué la politique du président Félix et cela
en même temps favoriser l'éclosion du sentiment Ça, c'est tribal un discours que au l'on... détriment du sentiment national. Ça, c'est un discours que malheureusement les prélats nous ont imposé. C'est un discours des réseaux sociaux. Malheureusement, on veut ramener sur la place publique de manière sérieuse, parce que lorsque vous parlez de ce tribalisme, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Ils expliquent Non, dites-nous, est-ce que le fait que Kadima soit candidat, soit président de la CENI, et que Kassayen, et que Tshisekedi est Kassayen, c'est ça du tribalisme? Ah, sinon on aurait parlé du tribalisme. Lorsque Moïmoulunda, lorsque Corneille Nanga, qui est de l'espace swahiliphone, lorsque Malou Malou, de l'espace swahiliphone, qui nous a organisé 3 cycles électoraux, cela n'a pas fait mouche. L'église catholique n'a pipé mot. Les prêtres, que je respecte beaucoup, se sont récoquevillés sur le soutane, sur cette question. Mais aujourd'hui, on met en surface le fait que Kadima appartiendrait à la tribu Kassayen. Et donc, ce sont des choses qui font mouche. Et voici pourquoi le président de la République, en sa qualité de garant de la nation, devait taper les poings sur la table. Je vais chuter par dire. Oui. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda? La société civile, hier encore, je suivais l'information, il y a la société civile qui a alerté sur les cadres rwandais militaires qui recruteraient les Congolais, M23, pour justement le sale besogne. Mais ce discours-là, ce n'est pas tombé que dans les oreilles des Bélédou. Tout Congolais sérieux devait savoir que lorsque je suis leader d'opinion, je dois mesurer le discours que je peux tenir actuellement et qui ne peut pas embraser le pays. Est-ce que les discours de l'Église aujourd'hui, de la Cinco ou bien essentiellement dans Bongo, est de nature à apaiser la situation du pays ou à embraser le pays? Voilà les vraies questions que les Congolais devaient se poser. Mais la plupart estiment aussi que le président a augmenté une dose de dictature alors qu'il se disait un démocrate en fait. À quel niveau? Vous savez, lorsqu'on dit on a augmenté une dose de dictature, moi je vous ai toujours envoyé à observer ce qui se fait autour de nos pays voisins. Qu'est-ce qui se fait autour de nos pays voisins? Nous avons l'Angola juste à côté de nous ici. Allez voir à quel niveau se situe la démocratie. 2, allez voir au niveau du Congo-Brazzaville à quel niveau se situe la démocratie et la liberté d'expression. Voyez-vous, le Sénégal qui s'est illustré comme pays de la démocratie, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal lors d'une marche. On a tiré sur des gens, plus de 25 morts. Ils sont morts. C'est au Sénégal, ici à côté, le pays qui est réputé pays de la démocratie. Mais au Congo, lorsque vous parlez de dictature, je ne sais pas, on fait allusion à quelle comptabilité? Très bien. Justement. Roger Bondenguele, tu viens de nous rejoindre tout à l'heure. On est en train de débattre sur la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo qui a été illustrée en 24 points. Du début à la fin, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est montrée pas tendre envers le pouvoir en place, sur lequel elle déverse tout son venin en les chargeant de tous les péchés, même ceux qu'il n'a pas connus. Comment voyez-vous cette déclaration? Oui, merci beaucoup Eddy KBA pour l'invitation adressée. Alors, les problèmes des évêques, c'est un problème qui date de longtemps. Tout régime en place, quand on est de l'opposition, on est pour la conférence épiscopale du Congo. Mais une fois au pouvoir, on commence à blâmer la même conférence qui a contribué à l'arrivée du pouvoir de ces mêmes opposants. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays. On était avec Kabila ici, Kabila fustigeait les comportements ou l'attitude qu'affichait la conférence épiscopale. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'un parti démocratique, l'UDPS que nous avons connu, que nous avons soutenu. Aujourd'hui, l'UDPS se plaint toujours à la Kabylie, comme Kabila faisait, à l'attitude qu'affiche la conférence épiscopale ou les prêtres. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est comme si quand on est au pouvoir, l'église devient dangereuse, l'église devient venimeuse, et c'est comme ça, et ça continue comme ça. Alors, j'ai trouvé mon cher frère Bélédou en train d'imbriquer beaucoup de choses,
Et d'ailleurs, j'ai été même perdu puisque je ne savais pas de quoi il était question. Il a parlé tantôt de Matata Ponyo, tantôt des poids politiques qu'aurait Bahati Lukwebo vis-à-vis de versus Matata. Moi, je me suis dit quelque part, Bahati Lukwebo, qui était candidat député national et avait échoué lamentablement, je ne sais pas sur quelle base il ferait. Il aurait beaucoup de poids par rapport poids politique par rapport à Matata Ponyo. C'est vraiment une question que je me suis posée quand je suis entré ici et j'ai trouvé mon frère d'en face, dont j'ai loué l'éloquence, faire l'apologie de Bahati Lukwebo. Ce que moi j'ai remarqué par rapport à la déclaration de la Cinco, Oui. je donne totalement raison à la conférence. Mais vous ne voyez pas que cela fait penser à un ralliement politique, par exemple? Non. En 2017-18, il y avait des cérémonies ou des activités que l'Église organisait, des marches, des bruits même, qui étaient organisés pour manifester un certain ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir en place. Et l'IDPS en a tiré beaucoup de profit et ça n'a pas fait problème, ça n'a posé aucun problème à l'opposition à l'époque. Mais aujourd'hui, si le peuple continue à souffrir, si le peuple n'a pas d'électricité, si le peuple n'a pas d'eau, si la vie devient chère, moi je pense que rien n'a changé à ce stade. Et on ne peut pas s'étonner de voir la Cinco se comporter comme tel puisqu'il n'y a pas eu évolution. Au contraire, il y a eu recul. Donc, il y a eu des dérives dictatoriales que le régime en place trouve bon pour asseoir son pouvoir. Mais est-ce qu'il appartient aux évêques de monter au créneau pour faire de telles déclarations alors que l'Église a une mission bien précise? L'Église est là pour apporter l'amour. Oui, quand l'IDPS était à l'opposition, l'IDPS n'a jamais fustigé le comportement de l'Église. Mais une fois au pouvoir, l'Église devient dangereuse, devient venimeuse et par voie des conséquences, ça devient quelque chose à rejeter. Prenons un cas, c'est simple, que l'Église a abordé la conférence épiscopale nationale du Congo quand il fait les points sur la situation d'insécurité qui prévaut au pays, particulièrement dans la partie ouest avec l'apparition du phénomène Mobondo. La conférence épiscopale nationale du Congo accuse frontalement le parti présidentiel de contribuer à l'insécurité plutôt en entretenant une milice. Il a également ajouté pour dire que celles-ci soutiennent et s'attaquent plutôt aux opposants et à tous ceux qui sont considérés comme leurs proches, y compris même des membres de l'Église catholique. Si cette question ou cette déclaration ne rencontre pas l'assentiment de l'Union pour la démocratie et le progrès social, quelle serait alors sa réaction? Voilà pourquoi on doit s'attaquer à l'Église. C'est clair. Nous avons vu une milice en train de s'entraîner, de s'organiser à Kingabwa. C'était juste à côté d'un grand leader de ces partis politiques, de l'IDPS. On a vu, toi aussi, je sais que tout le monde a vu la vidéo où les jeunes de Force du Progrès réclamaient leur dû. Ils disaient qu'ils étaient payés qu'ils sont payés par les VPM de l'intérieur dont le nom m'échappe. Et cela constitue un pivot de dire que ce sont des milices? Bien sûr, c'est clair. Tu es conscient de ce que ces jeunes gens-là font, les troubles qu'ils sont en train de s'aimer partout, ils tabassent là où ils passent. Mais les Mobondo, par exemple, oui. Quand j'ai suivi un communiqué d'un groupe de gens de l'IDP, ils disaient qu'ils vont faire les Mobondo pour aller déguerpir ou attaquer Kabila à partir de Kingakat. Et pourquoi le concept Mobondo devient quelque chose de louable, quelque chose d'idéal? C'est parce que l'IDPS soutiendrait cette aventure. Et à part ça,
le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampouanga, que je salue en passant, il a initié même un dialogue avec ces gens-là. Et il est tombé lui-même dans son propre piège. Pourquoi? Parce que au niveau de l'Assemblée nationale, on avait voté une résolution selon laquelle on ne pouvait pas négocier ni intégrer les rebelles, ni les gens qui détiennent les armes. Là, c'était pour l'insécurité à l'Est. Non, mais l'insécurité, c'est l'insécurité. C'est les gens là, le Mobondo là, ils ont des armes. Mais moi, j'ai vu des images. Ils sont armés. Ils doivent être considérés, être pris au même titre que le président de l'Assemblée nationale, il était buté à quel problème? Il était buté à quel problème lorsque vous parlez de la résolution des conflits? Oui, c'est-à-dire, on vote une résolution selon laquelle on ne peut pas négocier avec les gens qui détiennent les armes. Et en même temps, on invite les Mobondo sur une même table de négociation. Et voilà la contradiction. Voilà la contradiction d'où je me dis, est-ce les gens de Mobondo sont différents des 1-23 ou ils sont différents d'autres tueurs qui sèment la terreur en Ituri ou comment? C'est ça l'inquiétude. Donc Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a tapé à côté. Jusqu'à présent, je ne vois pas ces dialogues avoir lieu. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur et il s'est rebiffé, je crois, oui. Mais réagissant justement au sujet de cette déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo, les chefs de l'État dénoncent un certain nombre de dérives au sein de cette église qui est l'église catholique. Oui, mais il n'a pas dénoncé ça quand il était... Pourquoi il n'a pas fait quand il était à l'opposition? Pourquoi le faire aujourd'hui? Donc, le pouvoir a ses réalités que l'opposition ignore. Et même le chef de l'État lui-même avait dit que non, j'ai trouvé une armée organisée, je ne savais pas, tout ça, il a loué l'armée. Donc, il y a des histoires que les hommes d'État ignorent quand ils ne sont pas encore dans les affaires. Et on doit tout faire pour être en connaissance parfaite avec ce qui se passe au pouvoir, pour éviter des contradictions, des propos malveillants. Et voilà. Du Jésus Bélédou, je reviens à vous. Au chapitre 3, partie 11 de leur déclaration, avant donc de réagir au propos de Roger Bonneguele, les évêques de la République démocratique du Congo soutiennent qu'il y a recul démocratique caractérisé notamment par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté des mouvements des opposants, des tentatives de projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Comment interprétez-vous cette déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo? Oui, rapidement, je dirais que, pour rejoindre mon frère Roger, lorsque je parlais du poids politique, vous savez très bien que Bahati Lukwebo, on lui a réglé ses comptes au FCC. Comment expliquer que quelqu'un qui, dans son parti, a près de 50 députés nationaux, après des 60 ou 45 députés provinciaux, et lui-même, il n'est pas élu chez lui? Mais justement, c'était pour aménager ses forces. Et donc, c'est là, c'est justifié. Voici pourquoi il a préféré quitter le FCC, qui a préféré choisir un Tambwe Mwamba qui n'avait même pas un chef de quartier dans son parti politique, même pas un bourgmestre, bombardé, président du Sénat, alors qu'il fallait voir le poids politique. Le poids politique, justement, donc on parle de poids politique, on voit sur votre liste AFDC par exemple, combien de députés nationaux ou de députés provinciaux avez-vous? Et donc vous m'inventez le fait que Matata est sénateur. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avions vécu au niveau des assemblées provinciales lors du vote des sénateurs. Je ne reviens pas sur les velléités de corruption. Comment expliquer que l'UDPS, parti au pouvoir, qui a près de 12 députés provinciaux à Kinshasa ici, maintenant aucun sénateur Kinshasa? On a vu comment les députés quinois, IDPS, se disaient moi j'ai voté la corruption. Mais justement, c'est ça que je dis. Alors, on ne peut pas venir sur un plateau de télévision se vanter le fait que Matata Ponyo, je ne dis pas qu'il a corrompu. Mais si le chef de l'État, en sa qualité de garant des institutions, est jusqu'à aller demander à ce qu'on sursoit ces élections des sénateurs, parce que les velléités de corruption planaient tellement que les Congolais ont réfléchi pourquoi ne pas mettre le vote des sénateurs à voix directe. Et donc, je reviens sur
La question sur le recul. La question sur le recul, mais je vais encore rencontrer mon frère avant de... Là, vous avez une minute. Ah oui, une minute pour... Oui. Lorsqu'on dit la Senko dénonce justement l'insécurité, mais l'insécurité, ce n'est pas que la Senko qui les dénonce. L'insécurité, même le chef de l'État dénonce l'insécurité. Toute la classe politique. Tous les Congolais, partout, Tshisekedi passe, dénoncent l'insécurité dans le pays. Et Tshisekedi ne s'en plaint pas. Parce qu'il a trouvé une situation et il assume en tant que président de la République. Voyez-vous? Mais lorsque l'on veut caricaturer l'insécurité du pays à l'UDPS, je pense que ça ouvre un débat. Ça ouvre un débat. Vous avez posé une très bonne question. Lorsque la SECO dit l'UDPS, on cite l'UDPS qui entretiendrait une milice. Mais dans ce pays, je pense que Roger, comme moi, comme vous d'ailleurs, nous avons vécu dans ce pays depuis longtemps. Qui sont ces acteurs politiques qui entretiennent des milices? Ils sont dans la classe politique, on peut les citer. L'UDPS a toujours fait de l'opposition pacifique. L'UDPS a toujours fait de l'opposition pacifique. Le discours que mon frère ramène, le discours que ramène, justement, Mbosso a d'ailleurs dit quitter les groupes armés. Mbosso ne s'adressait pas à l'UDPS. Les rapports existent de Women Watch, les militaires qui ont été sanctionnés. Les cas comme dans Sapou. On a eu un sénateur, un député qui communiquait. Et le lendemain, il a pris l'avion et il est parti. Clément Camp. Non, je ne cite pas son nom. Les gens qui entretiennent des milices sont connus. L'UDPS n'a jamais été cité dans le dossier des milices. C'est là où je dis. Oui. Nous craignons, les Congolais craignent que Senko ou Amango joue le jeu de Katumbi. Parce qu'on sait que Katumbi, à travers ses poulains ou ses aficionados, attaque directement et frontalement l'UDPS. Donc il s'est fait l'avocat de l'autre. Justement. En fait. Et nous craignons tous que ce discours-là ne tienne pas. Dans un contexte de sécurité, d'insécurité du pays, l'Église ne devrait pas prêter les flancs à ceux qui veulent que le pays soit embrasé. Je l'avais dit quand j'avais pris la parole. Lorsque l'Église s'est fait porte-parole de Katumbi, l'UDPS va réagir et on va se tourner de vrais problèmes aujourd'hui que nous connaissons au pays. Le vrai problème, c'est d'aller aux élections en 2023. Oui. Si l'opposition d'hier, Fayoulou et les autres, réclamaient la tenue des élections en 2023, nous n'accorderons même pas une minute à Tshisekedi après 2023. Même la Senko. Même la Senko. Et ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour qu'il n'y ait pas élection. Il y a un problème. Oui. Le deuxième problème, la Senko, vous avez posé, c'est là où je vous rejoins. C'est par rapport au... Lorsque vous dites, par exemple, des lois taillées sur mesure pour éviter, bien soustraire de la course des candidats présidents de la République. Alors parlons-en, parce que nous sommes les esprits éclairés de la société. Nous sommes les esprits éclairés de la présidentielle. Donc, la Senko fait-il allusion à qui? À Katumbi. Eh bien voilà. On n'a pas besoin de regarder le ciel, s'il vous plaît. Là, c'est vous qui l'avez dit. Non, si vous avez répondu éloquemment. Non. On n'a pas, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Oui. Mais la Senko prêche pour la chapelle de Katumbi. Alors, parlons-en. Est-ce que l'Assemblée nationale a concocté une loi où Tshisekedi ou l'UDPS ont concocté une loi contre Katumbi? Non. Tshisekedi a répondu sur cette question. Mais à l'époque aussi, s'il vous plaît, à l'époque, la Senko également s'est insurgée contre cette loi qui est la loi Tchiani, qui n'a pas été même débattue pour son adoption et son rejet. Même Tshisekedi, tout le monde s'est insurgé, ou du moins la plupart des gens. Mais il y en a aussi qui pensent que cette loi devrait exister. C'est un débat démocratique. On ne va pas interdire à Noël Tchiani de ne pas réfléchir. On ne va pas interdire à un député national de ne pas faire l'exercice pour lequel il est payé. Le travail pour lequel il est payé. Mais voilà pourquoi c'est là où je dis, il ne faut pas que cette loi, est-ce que je redis ici, cette loi-là qui est portée par un Congolais, Noël Tchiani, qui n'a rien à voir avec l'UDPS, c'est un raccordement frauduleux que les gens fassent, qui disent, Tshisekedi, qui a demandé à Noël Tchiani de le faire. C'est un raccordement frauduleux, des mensonges cousus de fil blanc. Et donc, c'est un Congolais qui a réfléchi et qui a proposé sa loi. Et la loi a été ramenée par Tingui Pouloulou. Et je crois que cette loi, je ne sais même pas si cette loi a été alignée, mais tout Congolais a le droit de réfléchir. Si au Maroc, ils ont dit, pour être président de la République, il faut être, c'est en Algérie, des pères, des mères, des grands-pères et des grands-mères et des arrière-parents. Mais pourquoi la RDC ne peut pas réfléchir? Et donc, sur cette loi que je sache, Tchiani ne cite pas
Moïse Katumbi. La loi a un caractère impersonnel. Pourquoi Katumbi se dit-il que cette loi me concerne? Même s'il ne le dit pas, parce que Katumbi il est plein aux as. Tous ceux qui veulent faire le plaisir à Katumbi, s'ils n'ont pas d'argument, ils vont dire Katumbi, regarde, on nous a attaqués. Tous les aficionados s'accrochent sur cette loi pour sucer un peu de l'argent de Katumbi. Mais pourtant, la loi a un caractère impersonnel. Et donc, c'est de la pure distraction. Vous allez accorder la parole à mon frère. Je vais chuter par dire ceci. Oui. 7 minutes déjà. Non, j'ai à peine pris la parole. Je vais quitter par dire ceci. Oui. Sur la question de Matata Pognu, je chute par là. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux lorsque, pour se soustraire à la justice, vous parlez de la politisation d'une affaire essentiellement judiciaire. Ce n'est pas de l'amalgame, c'est ce que nous constatons. Et vous vous empressez à créer un parti politique le même jour, à organiser un congrès le même jour, et enfin à se déclarer candidat président de la République le même jour. C'est là où je dis, nous assistons tous à la vie politique. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que la justice fasse son travail. Oui. On ne se blanchit pas devant la presse, on ne se blanchit pas devant des déclarations politiques ou en sous-traitant des gens de gauche à droite, mais on ne se blanchit pas non plus en trouvant des subterfuges, en disant que c'est Bahati Lukwebo qui est derrière mon cas. Et demain, ça ne sera pas Bahati Lukwebo. Hier, c'était IGF. Vous vous souvenez? Mais par rapport Vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez que hier, Matata Pognu disait à qui veut l'entendre que c'est l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui l'attaquait personnellement. Aujourd'hui, l'IGF avait fait qu'il a rendu son rapport. Aujourd'hui, ce n'est plus l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui fait d'ailleurs du bon boulot, c'est Bahati Lukwebo, président du Sénat. Et ce n'est pas Bahati Lukwebo, c'est maintenant la justice. Et si ce n'est pas la justice des mecs, qui ça sera? Mais par rapport à ces dossiers Boujesu Beledou, parce que nous savons que la justice, c'est vraiment une véritable fondement de la démocratie, hein, au regard de son rôle de garant de droits et libertés fondamentaux. Mais l'image que nous avons de la justice, le président de la République l'a si bien souligné, cette image sombre de la justice. Pensez-vous qu'il y aura un bon dossier judiciaire pour attendre Matata Pognu, enfin que le peuple congolais qui attendait voir ces dossiers aboutir puisse au moins applaudir une fois de plus. Je vois mon frère Pierre fait l'impatience de répondre. Apparemment, il aura du temps. Alors, j'aimerais rapidement en une phrase, comme ça je vais laisser mon frère parler. Oui. J'aimerais quand même dire ceci. Je répondrai par l'inquiétude que moi je soulève. Oui. Vous savez, l'inspection générale des finances fait des rapports documentés. Avez-vous déjà vu un rapport de l'IGF? Ce n'est pas 2 papiers, hein, ce n'est pas 3 papiers. C'est un rapport documenté. Et généralement, ce n'est pas la personne de Jules Alinguete qui fait ces rapports. C'est des inspecteurs qui sont envoyés et qui bouclent leurs rapports. Et lorsqu'ils bouclent leurs rapports, oui, Jules Alinguete n'a pas le droit de soustraire ne serait-ce qu'une phrase ou 2, ou d'orienter. En tant qu'inspecteur général, il endosse le rapport et il rend public. C'est un travail méticuleux. Et lorsque ces inspecteurs font leur travail, ils déposent, ils rendent public auprès du président de la République et la justice en saisit. Il revient à la justice de jouer sa partition. Il ne revient pas à Jules Alinguete de traquer les gens. Je suivais Denis Longondo. Oui. Il dit non, j'ai été blanchi. Voilà, Jules Alinguete, c'était des rapports fantaisistes, etc. Mais les Congolais... Là, vous faites l'apologie de... Non, je ne fais pas l'apologie. Je dis que la justice doit jouer sa partition. Oui. Le chef de l'État l'a soulevé. Il y a une complexité au niveau des décisions. Une complexité au niveau des décisions de la justice. Il y a une complexité. Et cette complexité, malheureusement, ne peut pas décourager la détermination de l'inspection générale des finances qui continue à travailler. Et donc, l'IGF fait son travail, oui, mais la justice doit aussi jouer sa partition pour relever justement les niveaux et de la démocratie et l'image de la RDC. Très bien. Et donc, voilà un peu comment je pourrais répondre. Roger Bondenguele, s'il faut suivre l'argumentaire de Boujesu Beledou, il a dit que tout ce qu'on est tenté d'attribuer au parti présidentiel qui est l'UDPS, au président de la République, c'est du mensonge cousu du fil blanc. Qu'en dites-vous? Comment cela peut être un mensonge, d'autant plus que les choses sont claires. Nous vivons les reculs démocratiques au vu et au su de tout le monde. Nous voyons comment
Est-ce que vous pouvez énumérer un certain nombre de points qui expliquent ces reculs démocratiques en République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi? Allons seulement à l'Assemblée nationale. Oui. Comment on donne la parole, on distribue la parole? C'est de manière inéquitable. Inéquitable. Donc, comment oui, on donne beaucoup plus le temps à ceux qui appartiennent à la majorité, et c'est de l'opposition, non que 2000, et s'ils osent dire quelque chose qui n'arrange pas les pouvoirs. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Oui, je dis quelque chose que je maîtrise bien. Oui. Tu sais ce que je suis en train de parler, et je suis... Je ne sais rien. Oui, tu es journaliste et parlementaire comme moi, tu sais ce qui se passe à l'hémicycle. Tu vis ça chaque jour. Donc, on arrache la parole à tous députés qui veulent aller dans le sens contraire. Il n'y a plus même la beauté de la démocratie. Vous savez, la tolérance fait partie de la beauté de la démocratie. La contradiction fait partie de la beauté de la démocratie. Actuellement, vous passez même dans une émission, vous parlez, vous sortez, il y a des arrestations. Il y a un petit là qui a été arrêté, un petit journaliste, mon jeune frère qui a été arrêté. On a parlé de l'IGF, après l'IGF s'est rétracté. Il a été arrêté arbitrairement. Nous voyons comment des journalistes sont arrêtés et on pose la question au chef de l'État qui a République démocratique. Il dit non, si quelqu'un touche au Congo, en tout cas, je suis prêt à tout. Mais Roger, donc, il y a déjà... Roger Bondengue, donc maintenant, le Congo, c'est le chef de l'État. Quel type de démocratie? Donc le Congo signifie... La RDC signifie le chef de l'État. Instaurer la Cinco, parce que nous savons, parce que quand la Cinco parle... Il faut qu'il y ait tolérance. S'il vous plaît, lorsque il la faut qu'il y ait tolérance. Laisse-moi le temps d'énumérer un certain nombre, comme ça je vais vous donner la parole pour réagir. S'il n'y avait pas la liberté des mouvements et la démocratie, Moïse Katumbi n'allait pas voyager alors qu'on a appréhendé son conseiller spécial avec l'arme qu'il détenait. Mais j'ai suivi un message. Si cela a été le cas, si cela a été le cas, Matata n'allait pas partir à Bunia. Mais vous voyez toutes ces histoires-là. Oui, mais aller à Bunia, après combien de voyages ratés? Il a raté son voyage combien de fois? Je crois 2 ou 3 fois. Et après insistance, il est parti. Moïse Katumbi, quand on lui arrache son bras séculier ou son bras droit, c'est qu'on est en train de le chercher. C'est une démarche qu'on est en train qu'on a mise en place pour atteindre Moïse Katumbi. C'est clair là-dessus. La démarche est logique. Donc tout s'inscrit dans le cadre de museler l'opposition. Oui, c'est ça. Donc on a reculé démocratiquement. On a reculé. Il y a des arrestations par-ci, par-là. Donc tout est clair. Et même l'opposition. Vous voyez, l'opposition a voulait organiser un meeting, c'était prévu pour le 17 juin. Oui. Au niveau de l'hôtel de ville, on a dit non, voilà, il faut le faire le 24, on n'aura pas le moyen de sécuriser. Donc, l'hôtel de ville n'a des moyens sécuritaires que pour réprimer une manifestation de l'opposition. Mais pour l'accompagner, l'hôtel de ville n'a pas de moyens. Mais avant d'accorder une marche ou un meeting, il faut mettre en place un certain nombre de mesures sécuritaires. Oui, mesures sécuritaires. Si l'hôtel de ville ne se sentait pas prêt, dit, voilà, nous allons partir coûte que coûte. Là, il y a la sécurité pour réprimer, pour tabasser, pour gazer les manifestants. Là, ils ont les moyens de le faire. Mais ce que la Cinco n'a pas fait, c'est du fait le fait de ne pas déplorer ce qui a été fait au niveau, lors de la marche de l'opposition dont vous faites allusion, où les opposants ont recruté des mineurs. Il y a eu des jeunes Koulouna qui voulaient mettre le pays à feu et à sang ces jours-là. Mais c'est là, au cours de ces communiqués, la Cinco n'a pas mentionné. Moi, je n'ai pas vu de mineurs ni des Koulouna lors de cette marche de l'opposition. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je voyais seulement des Koulouna quand l'IDPS était à l'opposision. Oh. Quand je voyais comment on brûlait des Transco. Je voyais comment on brûlait pourquoi tirer à boulet rouge sur l'IDPS alors que l'IDPS... Oui, parce qu'on ne doit pas oublier le passé. C'est un grand parti qui a milité pour l'avènement de la démocratie. On ne peut pas oublier les passés. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir n'a pas de leçons à donner à l'opposition.
puisqu'on sait comment les marches se déroulaient avec les militants de l'IDPS. Comment l'État, ces partis politiques a infligé des pertes énormes à l'État, même au privé. Comment on calcinait des véhicules de paisibles citoyens. Même aujourd'hui, l'opposition est républicaine et les choses se passent comme il faut, mais vous voulez toujours chercher les poux sur la calvitie, sur un monsieur chauve, donc sur la tête d'un chauve. Donc ce n'est pas une bonne démarche. Il faut que nous soyons corrects, même si en politique, l'éthique est difficile, mais on doit faire tout pour qu'il y ait un peu de l'éthique dans la politique. Mon frère avait dit que les opposants ne sont pas prêts à aller aux élections. Mais moi, je pense que les élections ne sont pas un cadeau ou quelque chose qui doit avoir lieu comme ça. Comme au Gondwana, le chef de l'État dort, il se réveille, paf, il y a élection. On ne peut pas aller comme ça avec des dispositions prises par les pouvoirs en place pour reconduire tout simplement le chef de l'État et ses poulains au Parlement. L'opposition veut les dialogues avant les élections, tout comme les dialogues avant les élections. Vous ne voyez pas que le dialogue est prévu par la Constitution. Oui. Ce n'est pas une demande, un cadeau que Félix Tshisekedi ferait à l'opposition. Mais quand c'est constitutionnel de dialoguer. Quant au respect du délai prévu par la loi. Oui, les délais, mais foutre en moule ces délais et puis aller au dialogue. Le temps, a dit un philosophe français, Henri Bergson, le temps, c'est l'homme. Le temps, c'est l'homme. Oui. L'homme, c'est le temps. Le temps, c'est pas ce qui est sur l'horloge ou sur la montre. Mais l'État gît dans les mois psychologiques d'un individu. Si nous voulons arranger les choses, on peut le faire avec le peu de temps qui reste. On ne peut pas dire que non, voilà, le temps est imparti, on doit aller vite pour aller de façon abracadabrante, organiser des élections biaisées pour reconduire le même faiseur au pouvoir. Par le délai constitutionnel. D'où Jésus Bénédou, vous pouvez chuter. En fait, vous devez clôturer. Mais c'est gravissime. C'est que Roger dit sur ce plateau, c'est gravissime, c'est liberticide, c'est antidémocratique ce qu'il dit lorsqu'il dit que le dialogue est constitutionnel. C'est-à-dire qu'il va privilégier les dialogues à la place des élections. Vous faites allusion à quoi? S'il vous plaît, si vous avez dit, s'il vous plaît, je comprends parfaitement le français, on parle tous français. Oui. Il a dit ici que le dialogue aussi est constitutionnel lorsque vous lui posez la question pour savoir si l'opposition ne veut pas des élections. Il dit oui, mais le dialogue aussi est constitutionnel. Il estime qu'il faut remplir tous les préalables. Mais on ne peut pas les élections, sécurisez-moi. Oui. Mais s'il vous plaît, lorsqu'il dit que le dialogue est constitutionnel, mais qu'est-ce qu'il fait des élections? C'est-à-dire il faut être cohérent. Lorsqu'on n'est pas cohérent, Tshisekedi commence son mandat, je ne sais pas, je devais situer mon frère s'il est de la Mouka ou pas, mais je sais simplement que le discours ne fait pas. C'est un discours confus. Oui. C'est un brillant journaliste d'ailleurs. Oui. C'est un discours confus qui a commencé depuis 2018, Tshisekedi a eu le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui. Vous allez de cacophonie en cacophonie et vous embrouillez le Congolais. Des fois on dit, ne votez pas avec la machine à voter. 2 jours avant les élections, nous allons voter avec la machine à voter. Des fois, vous dites, non, nous n'allons pas partir aux élections avec la CENI de Kadima. Quelques mois après, au meeting de Sainte-Thérèse, nous irons aux élections finalement. Et donc, il faut avoir un discours cohérent. La Constitution est claire, le cycle électoral doit s'organiser 5 ans après. Et si c'est ce que dit le président de la République, le gouvernement congolais est déterminé à cela, l'argent il y en a, avant c'était il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent pour organiser les élections. Et maintenant que la CENI vous dit on va organiser les élections dans le délai, non, tout le monde est expert électoral. Et donc ça c'est de la cacophonie. Et vous embrouillez les Quinois et les Congolais. Mais lorsque vous parlez de recul de la démocratie, mais il faut aller par des indices. Si hier, simplement pour avoir demandé les élections dans le délai, vous avez 1 minute pour... Je suis par là. Oui. Rossi Mukendi a été tué à balles réelles. Simplement parce qu'il a réclamé la tenue des élections. Il a marché. Je ne reviens pas sur les prêtres catholiques et les fidèles catholiques qui ont été bastonnés dans les églises. Maintenant, je vous rappelle, non, s'il vous plaît, parce que vous faites une comparaison. Non, ça n'arrange pas. Parce que pour faire une bonne, c'est juste un parallélisme. Quand vous faites des analyses, mon cher ami Roger, il faut voir d'où venons-nous, où sommes-nous et où nous allons. On ne fait pas une analyse comme si vous venez du ciel, vous descendez. Non. Renseignez-vous autour de vous, qu'est-ce qui s'est passé avant d'imposer votre opinion. Et moi, je vous amène dans cette logique pour vous dire, lorsque vous parlez de recul de la démocratie, on n'a pas bastonné les gens à l'église parce qu'ils ont marché. Et c'est une première dans ce pays, on voit les opposants marcher avec des limousines et rentrer à la maison.
À l'UDPS, à l'opposition d'hier, lorsqu'on marchait, on s'attendait à des marques. S'il vous plaît. On s'attendait à des marques. On s'attendait à des marques. Ah ben c'est vrai que l'UDPS qui paralysait la ville, là je suis désolé. Voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous parlez de recul de la démocratie, renseignez-vous sur ce qui se passe au Sénégal. Je suis par là, d'ailleurs je termine par là, sur ce qui se passe au Sénégal. Un seul opposant, Ousmane Sonko, il a mobilisé tout le pays. Au Congo, c'est 4 opposants qui n'arrivent pas à mobiliser, ne serait-ce que pour le sit-in devant la CENI. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui aujourd'hui se portent comme lanceurs d'alerte pour dire qu'il y a la vie chère, ce sont eux que les Congolais ont donné 300 millions de dollars à ces gens-là pour qu'il y ait autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est cette personne-là dont on demande de rendre compte qui marche pour la vie chère. Il y a une contradiction, il n'y a pas de logique dans ça. C'est-à-dire, le sort de l'opposition aujourd'hui n'est pas porté par les Congolais. Simplement parce que c'est ceux qui ont pillé hier, on présumait, entre guillemets, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais entre guillemets, les Congolais le disent, les présumés pilleurs de ce pays demain, ceux qui ont saigné les caisses de l'État, aujourd'hui, ils se font passer pour des donneurs de leçons. Voici pourquoi leurs appels ne sont pas respectés, comme on l'a vu au Sénégal. Et d'ailleurs, puisque je parle du Sénégal, je chute par là, au Sénégal, le pays de la démocratie de l'Afrique, ils ont marché. On a tué plus de 25 personnes. Mais au Congo, sous Tshisekedi, lorsqu'on marche, on peut marcher avec son blouson, son pantalon blanc, son blouson blanc et rentrer à la maison. On peut même sous-traiter des services de sécurité lors d'une marche et on peut même devenir expert en balistique. Puisque le temps qui vous dites, j'ai ramassé une balle. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Kiosque. On se retrouve prochainement avec des autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.